Je pense qu'il faut que vous appreniez à développer un radar à pute en fait, hein. Tout simplement, qui ne comprend pas que le monde entier est en train de performer comme des bâtards et que si vous faites les trisomiques, vous allez vous faire ruiner. Guillaume Meurice qui vient de sortir un nouveau livre. Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ses 10 000 pas. Je m'appelle Ismail Slimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous, bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, ainsi que celui qui vous tire le plus vers le haut du game, il faut le dire. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor, et on se retrouve encore aujourd'hui pour ce 26e épisode, 26 semaines d'affilée, presque, et on est le 12 mars 2023. Les semaines passent extrêmement vite, je sais pas pour vous, les semaines passent extrêmement vite, peut-être parce que les poubelles ne sont pas ramassées dans les rues de Paris, et qu'il y a la grève, je sais pas, mais en tout cas ça passe super vite, donc faites attention, le mois de mars, on va vite arriver au mois d'avril, attention. Je fais les rappels habituels, vous devez me suivre sur Raptor Podcast, sur Instagram uniquement, et sur Raptor vs Font, qui est mon compte principal, où je parle de bien d'autres choses, sur Instagram, toujours. Voilà pour les rappels, tout simplement. Partagez en story, important, faites vivre un petit peu le compte, partagez en story, quand vous écoutez le podcast, vous nous montrez ce que vous étiez en train de faire, et nous, on vous repartage en story, bien évidemment, ça permet de donner un petit peu de vie, et de montrer qu'on est une communauté solide, qui fait des trucs sains, c'est très important, et ça va évidemment porter ses fruits, mois après mois après mois. Donc, comme d'habitude, une émission en 5 rubriques, pour ceux qui découvriraient l'émission. Il y a 5 rubriques. Rubrique numéro 1, c'est la semaine du Raptor, où je parle un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine dans ma vie, et ce qui peut être intéressant pour tout le monde. Deuxième rubrique, c'est les news de la semaine. Alors là, chaque semaine, on a plus ou moins de contenu pertinent que je trie et que je sélectionne par rapport à ce qu'on peut développer pour comprendre un petit peu mieux les choses et surtout appliquer pour nous-mêmes des méthodes qui vont à l'encontre de la décadence qu'on peut voir. Rubrique numéro 3, c'est une leçon de vie, donc en général, je donne des conseils philosophiques, parfois pratiques, pour améliorer de manière assez facile, entre guillemets, ou en tout cas avoir des idées claires de ce qui est bénéfique pour nous dans notre vie. Et en citant souvent des exemples personnels d'échecs ou d'obstacles rencontrés et surmontés. Donc ça, je pense que c'est vraiment très intéressant. Et puis ensuite, rubrique 4, c'est directement, je m'adresse à vous, parce que je prends vos questions, c'est Raptor, et c'est vos questions que vous me posez tous les samedis, donc toutes les veilles d'émission sur Instagram, personnelles, sur ma vie, et qui servent en général à tout le monde. Et puis rubrique numéro 5, c'est le courrier des auditeurs. Là, c'est plus précis, c'est directement pour vous. Vous me parlez des problèmes que vous avez. Parfois, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes. Et j'essaye d'y apporter une solution. En tout cas, j'essaye d'apporter un éclairement, un éclairage, j'en sais rien. Donc voilà, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, est présenté. Pas plus de blabla, on va passer sur la rubrique numéro 1. La semaine du Raptor, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Cette semaine, comme je vous l'ai dit, de mon côté, ça s'est passé extrêmement vite. On a fait gagner les 3 personnes là on a tiré au sort les 3 gagnants du concours Raptor Nutrition. Donc voilà, ils ont pu profiter de 200 € de compléments, et voilà, on les a repartagés. Et ils se sont fait plaisir. Et c'est très bien, et je suis content, comme ça j'espère que... Alors il y en avait qui étaient déjà clients, mais certains vont pouvoir découvrir à quel point on fait des produits d'extrêmement grande qualité, donc ça c'est cool, et c'est tant mieux pour eux. Donc ça c'était un petit peu l'événement de la semaine, mais sinon c'est compliqué pour moi de parler des semaines du Raptor en ce moment, parce que je suis très calibré et focus sur le Raptor Coaching Pro, et je veux pas vous spoil. Et en gros, il y a beaucoup de travail sur le prochain programme Zero to Hero, et c'est plus qu'un programme, en fait, c'est un style de vie qui est applicable
toute votre vie, en fait. C'est la fin du game, en fait. C'est une fin de game pour tous ceux qui n'ont jamais voulu faire des tonnes et des tonnes dans la muscu, etc. Et pour ceux qui ont simplement l'objectif de développer un physique esthétique de la manière la plus pratique, rentable et efficace possible, et surtout d'avoir une alimentation qui peut tenir et qu'on dit qui est sustainable, qui est tenable sur le long terme et qui peut devenir un véritable mode de vie. Et pour que ça devienne un véritable mode de vie, il faut qu'on en tire du plaisir. Et pour en tirer du plaisir, malheureusement, on peut pas bouffer que de la merde tout le temps parce que en fait, ça va pas ensemble. Donc, il fallait trouver une stratégie qui permettait d'avoir quelque chose qu'on aime et qui nous rassasie. Et c'était là toute la difficulté. Et c'est donc en fait c'est vraiment un cours magistral qui va être très long avec beaucoup de vidéos ciblées sur la nutrition, ciblées sur la façon de voir les choses, la mentalité, l'entraînement avec des séances qui vont faire que 1 heure, 3 seulement par semaine. Et c'est quelque chose qui va vraiment apporter la solution pour tout un tas de gens à tout jamais. Donc c'est quelque chose qui m'excite particulièrement, c'est quelque chose que j'ai appliqué depuis presque 1 an et que j'ai fait appliquer à plusieurs personnes là. Et elles sont toutes unanimes sur la progression, le plaisir non seulement dans la diète, mais à la salle, avec une progression permanente, et l'envie d'aller s'entraîner. Et j'ai réussi à lier toutes les bonnes choses qu'apporte la salle, physiquement comme mentalement, toutes les bonnes choses qu'apporte la diète, physiquement comme mentalement aussi, parce qu'il faut que ça nous satisfasse, et en enlevant, en supprimant toutes les choses insupportables liées et qui font abandonner, liées à l'image qu'ont les gens de la transformation physique, du sport, de la nutrition, et qui les mènent à chaque fois à soit être misérables, et à souffrir, et du coup, pas réussir à tenir sur le long terme, et à ne plus jamais vouloir faire ça, et enfin, ça ne devient pas un lifestyle, soit à carrément abandonner. Donc soit en fait, ils arrivent à faire quelque chose, mais ils sont misérables, et leur vie est centrée autour de ça, soit ils arrivent pas, et ils finissent par abandonner, et puis en plus, ça part plus en couille. Donc j'ai vraiment hâte de vous partager ça. Je travaille énormément là-dessus, parce que ça va être l'aboutissement d'une vie de recherche. Moi, je m'entraîne depuis que j'ai 16 ans, et je m'entraîne sérieusement, on va dire, depuis que j'ai 19 ans. Donc j'en ai 29, ça fait plus de 10 ans en gros, et je peux vous dire que j'ai accumulé énormément d'expérience et de connaissances. Et plus que ça, parce qu'il y a des tas de coachs qui ont de la connaissance et de l'expérience, plus que ça, vous le voyez dans ma vie, j'ai toujours essayé d'optimiser les choses et de faire que les choses soient à mon service pour optimiser mes capacités physiques, hormonales, cérébrales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un personnage qu'on n'arrive pas forcément à définir, parce que je suis pas un youtubeur muscu. Beaucoup de youtubeurs muscu, etc., sont bloqués dedans, ont toute leur vie centrée autour de ça, et forcément leur méthode d'apprentissage, de coaching, sont la répétition. C'est comme quand on élève ses enfants, on a tendance, si on ne réfléchit pas, si on ne remet pas beaucoup de choses en question et qu'on n'essaie pas de comprendre pourquoi, quand on élève des enfants, on a tendance à répéter notre schéma d'éducation sur eux. Et c'est ce qui se passe avec le fitness, et je vais tout vous expliquer, et donc j'ai hâte de faire ça dans plusieurs vidéos, dont la vidéo de présentation. Là, je me suis permis de faire des vidéos de présentation pour chaque programme, pour chaque produit, qui vont être très longues, principalement parce que c'est quelque chose qui me manque, et qui me manque beaucoup, je trouve. Et je déteste aussi l'idée de créer des tunnels de vente dégueulasses. Il y a beaucoup de gens qui utilisent encore ça. C'est que mon opinion. Je sais que certains vont me dire « Ouais, mais Raptor, ça transforme beaucoup, nan. » Je trouve que les tunnels de vente, ce qu'on appelle tunnel de vente, c'est les pages de vente, vous savez, qui existent depuis l'aube d'Internet. Et moi, je me souviens, il y a 10 ans, justement, quand j'ai commencé à m'intéresser au truc et tout était présenté comme ça. Et
Et vous savez, c'est les textes qui n'en finissent pas, on scrolle, vous voulez vous intéresser à un programme, ou à un truc, ou à un produit, et on scrolle, on veut le prix FDP, on veut le prix. Je sais pas de quoi tu parles, arrête de me mettre des blabla. Et en fait, c'est des trucs qui sont évidemment pas faits au hasard, mais c'est chiant, et je trouve ça moche. Et j'ai jamais fait de site comme ça, j'ai jamais fait de coaching comme ça. Mais du coup, ça me privait d'une façon de développer, sans bullshit évidemment, parce que c'est souvent du bullshit leur truc, de développer correctement l'idée que j'ai de ce que je veux proposer. Et donc ça, c'est quelque chose que je pense avoir trouvé la méthode, c'est en fait de faire une très belle vidéo qui sera en fait sur la page produit et dans laquelle je vais pouvoir vraiment détailler. Et ce qui est bien avec cette vidéo, c'est que de toute façon, pour les gens qui seront vraiment déter, ils auront la réponse à leurs questions et l'envie de commencer dès la première minute. Et pour les gens qui voudront vraiment s'intéresser plus au truc, ils auront toutes les réponses, ça va me permettre vraiment de développer, parce que j'ai besoin de développer toute cette approche. Et ce sera le cas sur tous les programmes. Donc il y a énormément de travail par rapport à Zero to Hero et par rapport à la refonte intégrale du site Raptor Coaching Pro. Et donc ça me prend toute la semaine et j'ai hâte parce que je suis super content et ça me motive vraiment, vraiment, vraiment. J'ai passé beaucoup de temps à travailler sur Raptor Nutrition les derniers mois et là, je me mets à fond là sur Raptor Coaching Pro. Raptor Nutrition, c'est très bien, on continue. Et puis il y a un développement de produits qui arrive et qui arrivera fin mai. Et ça sera des produits géniaux, mais là je suis vraiment à fond là-dessus, et donc je vous disais que cette approche des coachs, c'est quelque chose où ils sont youtubeurs muscu. Et moi, vous le voyez, en fait, la muscu enrichit ma vie, l'alimentation enrichit ma vie, et ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu des périodes très peu productives, où je passais beaucoup trop de temps au sport, et que la diète me rendait misérable, parce que j'avais pas la bonne approche. Et donc j'ai accumulé toute cette expérience-là. Je sais, j'ai résolu l'énigme, si vous voulez. Je pense avoir résolu l'énigme et je l'ai mis en pratique sur certaines personnes et ça porte ses fruits. Donc c'est vraiment génial. Et je vous disais, donc je suis évidemment connu aussi, surtout pour être un youtubeur dans un peu la politique. Je transformais la politique en truc intéressant d'ailleurs, au passage, et drôle, ce qui a permis des tas de gens d'ouvrir les yeux sur des tas de problématiques. Et puis, on me suit on voit que j'ai un lifestyle à côté, que je vais au restaurant, que je vais en voyage, que je conserve une super shape, que je suis productif, que je suis un entrepreneur, que j'ai deux entreprises, Raptor Nutrition, Raptor Coaching Pro, que je fais un podcast, je suis partout. Et ça ne serait pas possible si j'avais pas trouvé le moyen et la meilleure approche stratégique pour avoir, c'est la loi de Pareto, avoir 80% des résultats avec 20% du travail. Mais ça, c'est possible que si les 20% sont ultra efficaces. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, je suis pas un défenseur acharné de travailler. Par contre, je suis un grand prédicateur. Je suis un grand défenseur du travail efficace. J'ai besoin de gens qui travaillent efficacement, j'ai pas besoin de gens qui travaillent énormément. Parce que, et c'est pour ça, Berserk, Limitless, Café, jeûne intermittent, etc., c'est des choses qui me permettent d'accomplir le matin, en général, quasiment toute ma journée. Et voilà, j'ai hâte de ça, et j'ai hâte que les gens deviennent des gens complets, parce qu'on veut... la vie, c'est pas que aller s'entraîner à la salle, j'ai été happé moi-même dans ce système-là, et c'est un peu tout ce qui est un peu transmis. La vie, c'est pas que souffrir de sa nutrition et la subir, et se retrouver le soir avec plus rien à manger. La vie, c'est pas que manger 100% sain, parce que ça ne marche pas. Dans mon expérience et dans l'expérience commune, ça ne marche pas. Il faut trouver des meilleurs moyens, sans pour autant manger de la merde. Il faut qu'il y ait énormément de bouffe qui soit de bonne qualité, mais il faut trouver les moyens et les choix nutritionnels qui font qu'on va être très satisfait. Et il faut prendre en compte beaucoup de paramètres, et tout ça doit être mis au service de notre vie. Ça doit améliorer notre vie amoureuse, ça doit améliorer notre vie professionnelle, ça doit améliorer notre niveau de bonheur, d'épanouissement, et ça doit se répercuter dans nos niveaux de dopamine, de testostérone, doivent se répercuter dans nos productions personnelles. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans les approches actuelles. Toutes les approches sont trop
demande trop d'investissement aux gens et ils n'y arrivent pas. Et c'est pour ça que voilà, et j'ai vraiment hâte de faire ça. Il y a énormément de travail parce que vous me connaissez et vous savez que je ne peux pas fournir du travail dont je suis pas fier de ouf et qui est vraiment au top. Et, euh, et voilà, et là je suis en train de finaliser tous les plans. J'ai trouvé les salles, j'ai eu beaucoup de salles à sélectionner. J'en avais très peu qui acceptaient de me laisser filmer, de privatiser, parce que moi, il s'agit pas de filmer avec des fils de pute qui passent à droite à gauche. Il s'agit pas d'avoir une musique de merde qui me déconcentre et qui m'empêche de parler. J'ai besoin d'un espace perso, libre. Et j'ai fini par trouver cet endroit. Bon, ça coûte pas mal d'argent à l'heure, mais ça va me permettre d'enregistrer tout le programme, d'enregistrer tout... Enfin, ça va être super. Et vraiment j'ai hâte, et ce truc, ce n'est pas un programme, Zero to Hero n'est pas un programme. Évidemment, il y a un plan de nutrition qui est adaptable, avec une stratégie qui sera vraiment précise et efficace. Évidemment, il y a un programme d'entraînement qui est précis, qui est justifié, où je vais vous expliquer même comment réaliser certains exos d'une manière détournée pour en obtenir autre chose que ce qu'on voit dans le bodybuilding classique, etc. Mais c'est un style de vie qui est applicable pour toujours. C'est quelque chose que je veux applicable pour toujours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mec qui veut avoir la muscu, la nutrition au service de sa vie, que ça renforce tout dans sa vie, et qu'en plus il a un bête de physique, eh bien, ce sera son guide de vie pour toujours. Et moi, je compte l'appliquer pour toujours, la Zero to Hero. J'ai trouvé mon équilibre là-dedans. Et donc c'est un peu comme ça que mes semaines sont aussi productives depuis un an. Vous avez vu que c'est monté en productivité d'un coup, Raptor. Jamais de la vie j'aurais pu tenir autant, parce qu'il y a aussi une certaine mentalité, mais on n'est pas tous... j'ai beaucoup de discipline, je suis capable de faire les choses, mais on n'est pas tous des énormes champions capables de sacrifice, capables de faire 3 entraînements par jour, bain glacé, faire des cuttings là comme les mecs qui font des descentes de poids, etc. On n'est pas tous programmés pour être ça, et même quelqu'un comme moi qui pourtant j'ai de la discipline, j'ai de la volonté, il y a des choses que on ne peut pas faire tout simplement, parce qu'elles sont pas intelligentes, et elles demandent trop d'investissement, etc. Et donc quand on trouve l'équilibre là-dedans, ça donne Zero to Hero, et ça donne quelque chose qui en fait, te convient pour toujours en fait, et c'est la formule qui est applicable pour toujours, voilà. Donc je suis super satisfait de ça. Et voilà, et donc j'ai hâte de vous le proposer, et évidemment, quand on veut plus que les 80%, quand on veut aller chercher plus, et puis qu'on aime ça, etc., il n'y a aucun souci, et c'est à ça que servent les programmes personnalisés. Quand on n'a pas du tout notre parce que Zero to Hero, je le rappelle, c'est uniquement en salle, et uniquement pour les hommes. Je suis désolé, mesdames, mais vous n'avez pas besoin de développer les mêmes caractères physiques, et si on doit faire du 80-20, on a besoin de se concentrer vraiment sur certains éléments. Et donc ça vous correspondra pas. Et surtout, même sur certains aspects de la nutrition, etc., je vais m'adresser en particulier aux hommes. Donc c'est pour les hommes et c'est pour la salle. Donc si derrière vous n'avez pas le matos, etc., ce sera un programme personnalisé. Si derrière vous voulez juste perdre du gras au poids de corps tranquille à la maison parce que vous avez... on n'a pas tous envie d'aller à la salle, faut préparer ses affaires, faut truc, les gens qui te regardent, les machines pas toujours dispo, etc. Et parfois certains ont juste envie de perdre du gras, ce sera du Raptor Bodyweight, des choses comme ça. Mais Zero to Hero sera un plan de vie, et je suis tellement satisfait, je suis tellement content de proposer ce truc qui va révolutionner l'approche du fitness, et en fait mettre un point final en fait. Je suis désolé pour tout le fitness, mais c'est un point final, parce qu'en fait 90% des gens cherchent ça. Alors tous n'ont pas accès à la salle, tous n'ont pas de truc, mais 90% des gens cherchent juste à avoir un physique esthétique, à avoir un mode de vie qui booste tous les autres aspects de leur vie, et voilà, et pas se prendre la tête à ce point-là, je sais pas quoi. Tout a été ultra over compliqué, et c'est intéressant quand on a des objectifs précis, mais pour la plupart des gens, ça n'est pas intéressant, et ça les fait abandonner, ou ça détruit leur vie. Voilà. Donc voilà, j'en dis pas plus là-dessus, parce que j'ai été assez long, mais toutes mes semaines sont centrées sur ça.
Et là, la semaine prochaine, on commence les premiers tournages, et ça va être une longue liste de semaines où il y aura des tournages, ensuite il y aura un très gros taf de montage, et en parallèle, il y a le site, excellent. J'ai hâte de ça, et voilà, ça va être excellent, royal. Mais vous savez, avec Raptor Nutrition, que je me suis mis là à développer des produits de qualité du meilleur qu'on peut, et c'est vraiment, je veux laisser une trace. Là, Zero to Hero va laisser une trace sur un avant et un après, donc je suis super satisfait de ça, et j'ai vraiment hâte que ça sorte, mais il y a tellement de taf, donc je vous annonce une date de sortie pour me mettre la pression, mais je veux que ça sorte. Le 1er mai, c'est la grève fête du travail. Voilà. 1er mai, c'est la fête du travail, pour tous ceux qui en font pas assez. Le 2 mai, je pense que c'est la date parfaite. Une fois que tout le monde a bien célébré le travail qu'ils font pas, on va mettre, on va mettre le programme pour vraiment célébrer le travail, et ça va être excellent. Donc, voilà, début mai. Début mai. C'est tout pour cette semaine, parce que bon, sinon, voilà, c'est la vie de famille, tout va bien, si ça peut vous rassurer, tout va très bien. Mars progresse énormément, ma vie de couple est parfaite, parce que j'arrive à avoir un entraînement et une nutrition qui convient à moi, comme à ma femme d'ailleurs. Même si j'ai dit que c'était que pour les hommes, la nutrition, j'ai mis ma femme sur le coup, et on mange pas la même chose, évidemment, parce qu'en fait, je suis à 7% de body fat, et que je suis, et que je suis balèze, et que je m'entraîne, et que je fais mes 10 000 pas. Mais on mange quasiment la même chose, en tout cas on a les mêmes horaires de repas, ce qui aide à avoir une cohésion dans le couple, parce qu'il y a beaucoup de couples en fait où chacun mange, grignote, truc, voilà. Et ouais, sinon Mars progresse énormément, il a enfin appris à faire du vélo, enfin ça date d'il y a une semaine ou deux. C'est pas un vélo, en fait c'est pas un tricycle, c'est un truc où les deux roues arrière ne touchent pas le sol, sauf quand le vélo perd en équilibre. Et apparemment, ça a des avantages pour garder l'équilibre, pour l'apprentissage du vrai vélo, quoi. Donc c'est cool, en fait, je perdais espoir parce que j'ai essayé de lui montrer comment pédaler, mais je l'ai essayé de le faire ça au parc. Et en fait, il écoutait pas, c'était chiant. En fait, j'avais envie de rentrer, et j'ai été insupportable tout le reste de la sortie. Parce que j'étais en mode, vas-y, il est trop petit, je t'avais dit de pas acheter le vélo et tout. Alors c'était son cadeau d'anniversaire. Mais des fois, je suis horrible. Mais bref, je suis trop exigeant, et en fait, à la maison, donc il a fallu transformer le salon et une partie d'un couloir en piste cyclable, si vous voulez. Je lui ai montré avec ses jambes, en fait, je lui ai pris ses genoux pour faire actionner. En fait, il faut vraiment comprendre le mécanisme de pédaler, ça paraît facile et intuitif, mais ça l'est pas forcément, parce que il y a un truc quand vous vous appuyez, parce que vous pouvez dire appuie sur la jambe, mais après, il faut tirer la pédale derrière pour réactionner le truc. Bref. Donc j'ai essayé de lui montrer, et il a appris très vite, juste après en fait. Donc il y avait des gens qui m'avaient conseillé sur Instagram de faire ça, je lui ai montré, j'ai pris ses jambes et je l'ai fait pédaler, c'était plus calme à la maison que dans le parc, et du coup il a compris direct, donc voilà, je suis content, maintenant il bombarde cet enfoiré, et voilà, et sinon il progresse bien, il apprend à parler, à faire des phrases, il lit énormément, enfin il lit. Putain, d'ailleurs ma femme Betty a fait une dinguerie. C'est qu'en fait, ils nous demandent tellement tout le temps de lire des livres et tout. Les livres étant Monsieur et Madame, les trucs genre Monsieur Malpoli, Monsieur Sale, je sais pas quoi. Les livres étant Peppa Pig a peur de l'orage. Les livres étant La Patte Patrouille, je sais pas quelle histoire là. Les livres étant Choupi, je sais pas quoi, par Thierry Courtin, parce qu'en fait je lui lis le nom de l'auteur, je sais pas pourquoi c'est devenu un délire. Et ils nous demandent tellement de lire les mêmes en fait. Vous savez pas ce que c'est encore si vous n'avez pas d'enfants, mais CFDP vous demande de lire la même chose 50 000 fois d'affilée, hein. Et en plus on a une bibliothèque de ouf. Et bref, et genre Betty a commencé à s'enregistrer, cette petite maline, s'enregistrer en train de lire les livres, t'sais. Du coup, en fait, faut comprendre qu'un enfant, il vous demande de lire, et après il est capable de, entre guillemets, lire tout seul, parce qu'il se souvient, ils ont des mémoires de fou, il se souvient de l'histoire, il est capable de tourner la page en se souvenant de quelques mots-clés et tout. Et en fait, du coup, Betty, elle a enregistré les histoires, donc elle lance la vidéo, enfin l'audio, et lui il tourne les pages en suivant le truc, et franchement ça marche bien, tu vois, comme ça ça fout un peu la paix. Mais ouais, je suis content parce que en grandissant, en fait, c'est devenu beaucoup plus simple de s'occuper de lui, et parce qu'il a un appétit, une curiosité que je ne saurais expliquer mais c'est le cas de tous les enfants, pour l'apprentissage, la lecture. Il y a un truc qui s'appelle Magic Book, où il appuie sur des trucs, où il y a des petits jeux. En gros, il a une sorte de stylo interactif dans un livre,
Et il y a plein de livres. En fait, le livre, vous pouvez l'enlever. Il y a des spirales, vous enlevez, vous mettez un autre livre. Et vous devez l'installer avec une clé USB, je sais pas quoi. Et il pointe son stylo sur certains éléments qui font que le livre comprend qu'il a appuyé sur la tortue ou sur l'assiette. Et il y a des petits jeux comme ça. Et franchement, ça l'a fait progresser, mais de fou furieux. Donc voilà, ça déchire. C'était la parenthèse éducation. Et c'est cool parce qu'il y a énormément d'enfants qui, à cet âge-là, sont vachement sur les écrans et tout, et je sais que les écrans peuvent sauver et foutre la paix aux parents parfois, mais c'est quand même super important à cet âge-là, qui commencent vraiment à se créer de l'imaginaire et à utiliser leur cerveau, parce qu'ils en meurent d'envie en fait. Et donc c'est fatigant, certes, mais c'est super important. Voilà pour la rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. On va passer à la rubrique numéro 2, les news de la semaine. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 2, les news de la semaine. On commence avec la petite news rigolote de la semaine. Vous savez que j'adore commencer avec une news rigolote. C'est le Salvador qui a réduit par miracle, entre 2015 et 2023, son taux d'homicide de 103 pour 100 000 habitants à 2,5 pour 100 000 habitants. Donc, il l'a divisé par 50. Je vous laisse imaginer le calvaire que ça devait être. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait je crois que c'est un président, pour vous raconter rapidement le truc. Et il est arrivé, et il a dit, bon, en fait, tous les cartels de drogue, tous les trafiquants, je sais pas quoi, est-ce que ça vous dit de vous faire humilier en prison pour le reste de votre vie ? Et ils ont dit non, et bon, ça s'est quand même passé, et du coup, il y a plein d'ONG, des droits de l'homme, je sais pas quoi, je vous lis, depuis le début de sa politique, les ONG sont vent debout contre cette politique et prétendent qu'elle alimente la violence. Le gouvernement salvadorien répond en disant que les droits à la vie et à la tranquillité du peuple sont supérieurs aux droits individuels des gangsters. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que en fait, il y a des... En fait, le problème, c'est que quand on s'est enfoncé trop loin dans la criminalité, je sais pas quoi, et que la situation devient hors de contrôle, malheureusement, on est obligé d'employer des méthodes hardcore. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie d'employer des méthodes douces pour gérer la chose et éviter de tomber dans la tyrannie totale et dans, surtout, le gangstérisme total. Et le Salvador, en fait, a décidé de mettre tous ses fils de pute au trou, tout simplement. Et je dis ça tout simplement, mais évidemment que c'est pas simple, mais c'est une solution qui est quand même prêchée depuis un moment pour essayer de sortir de la merde ambiante, quel que soit le pays d'ailleurs. Mais on rencontre des problèmes qui sont que les humains ont le droit d'être traités dans certaines conditions de dignité, etc., etc. Et c'est là où intervient la barrière et la limite très dangereuse entre ceux qui ont outrepassé le stade d'êtres humains qui ont le droit à la paix, si vous voulez. Et donc, parce que en fait, il y a des gens, une fois que tu t'es sorti de l'humanité, en étant un criminel et un énorme fils de pute, toute la question est là, c'est est-ce que on peut considérer que certains comportements, certains actes te font sortir de l'humanité et donc méritent un traitement particulier. Et le problème, c'est que ensuite, ça peut devenir très dangereux parce que ça peut commencer à s'appliquer à d'autres choses, et puis on peut faire des erreurs, et puis ceci, cela. Et donc, visiblement, le Salvador a choisi de faire des erreurs, d'avoir un pourcentage d'erreurs négligeable, pour rendre son pays plus fréquentable, et surtout, c'est cet argument-là, le droit à la vie et à la tranquillité du peuple sont supérieurs aux droits individuels des gangsters. Et ça, c'est une hiérarchisation des droits, entre guillemets, et c'est quelque chose qui est en fait tout à fait naturel. Et d'ailleurs, on a des prisons exactement parce qu'on souscrit à cette mentalité-là. Mais le problème, c'est que on sait pas jusqu'où on peut aller dans cette mentalité-là, et eux, ils ont décidé d'aller jusqu'au bout. Et voilà, force est de constater qu'il y a des résultats qui sont très probants. Et voilà, après, c'est en termes de société, on n'a pas envie d'aller aussi loin, mais quand on a échoué et qu'on souhaite je veux dire, c'est le concept du frein à main, en fait. C'est que, si vous voulez, on a tous envie de faire des freinages moteurs, on a tous envie de rétrograder, etc. Puis en fait, il y a un moment où le choc est imminent,
et pourquoi pas tenter le dérapage avec un frein à main. Donc voilà, je tenais juste à vous évoquer cette petite subtilité, et justement que les ONG, etc., et la mentalité gauchiste, tolérante avec tout ça, et qui n'osent pas aller trop loin pour punir ceux qui méritent, et qui considèrent aussi que ce sont des victimes, premièrement est injuste vis-à-vis des innocents, donc c'est ce qu'ils disent, le droit à la vie et à la tranquillité du peuple, et donc crée une injustice de ce fait, et surtout entraîne un laxisme qui va mener par la suite à devoir, pour s'en sortir, atomiser des gens, en fait, et devenir extrêmement sale. Et donc, ça veut dire qu'il y a un juste milieu, et que plus on fait un truc dans un sens, enfin, plus on est laxiste dans ce sens-là en particulier, et plus on est en train de s'amener tout doucement vers des temps d'extrême violence. Voilà, c'était juste ça que je voulais souligner. On passe à la news numéro 2. L'enseignement précoce de la lecture creusait des inégalités sociales à l'école. Les jeunes Français sont très vite mis en compétition. L'enseignement trop précoce de la lecture par les parents et à l'école creuse les inégalités dès le CP. Le point de vue de Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités. Alors, je vous fais un résumé rapide de l'article et de la pensée de Louis Morin, la directeur de l'Observatoire des inégalités. Il part de l'observation que, visiblement, à l'entrée en CP, les élèves issus de milieux moins favorisés arriveraient avec environ 500 mots de vocabulaire, les élèves moyens arriveraient avec 1000 mots, et les élèves issus de milieux favorisés arriveraient avec 2500 mots. Et surtout arriveraient avec une connaissance des techniques pour lire, en fait. Et donc en CP, se creuserait déjà un écart qui, en fait, amènerait à un écart définitif, apparemment, pour la suite de la vie, sur la vitesse d'apprentissage de la lecture, parce que il nous explique que, en fait, si on a trop peu de mots de vocabulaire arrivés à 6 ans, eh bien, la lecture, c'est ce qu'il explique, la lecture est plus difficile, visiblement, qu'un mec qui a beaucoup plus de vocabulaire. Et il nous explique aussi que en gros, sa solution, c'est de repousser d'1 an l'apprentissage de la lecture, à 7 ans, donc. Et il nous dit que les pays scandinaves apprennent à lire à 7 ans, et que au classement PISA, ils sont très bien placés, contrairement à la France qui s'enfonce chaque année après année après année. Donc il nous prend un exemple, et voilà, il nous dit, les pays scandinaves, ils apprennent à lire à 7 ans, voilà pourquoi c'est pas un problème, parce qu'ils sont toujours très bien classés, et que justement ça permet de réduire l'écart qu'il y a entre des populations défavorisées et d'autres. Donc maintenant que c'est posé, je vais vous dire exactement pourquoi tout ce qu'il dit est de la merde. Selon moi. Premièrement, en gros, premièrement, déjà dans la mentalité du truc, il est en train de faire un nivellement vers le bas, en disant que les petits enculés, déjà, il y a énormément de haine vis-à-vis de ce qu'il appelle la bourgeoisie, c'est-à-dire, en fait, des parents qui vont mettre les moyens et le temps et l'attention nécessaires pour aider leurs enfants. Je rappelle que élever ses enfants, au sens propre, élever ses enfants, c'est les tirer vers le haut. Parce qu'on est censé leur donner tous les outils pour qu'arrivés à l'âge adulte, ils sachent se débrouiller. Donc élever ses enfants, c'est faire en sorte, faire le mieux, faire dans leur intérêt. Donc en fait, c'est un comportement à encourager. Et il nous explique que, en fait, les bourgeois sont obsédés, les classes favorisées, comme si elles étaient favorisées, par autre chose qu'eux-mêmes, comme s'il y avait l'État, justement c'est bien le contraire, mais comme si une puissance au-dessus leur donnait des trucs et donnait pas aux défavorisés, comme si c'était pas des générations et des générations de travail pour se hisser là, et d'économie, et enfin, bref. Donc il dit que ces gens-là sont obsédés par la compétition, et que c'est ce qui les a fait arriver à leur stade social, ok, pourquoi pas, et qu'ils sont tellement obsédés par la compétition qu'ils vont essayer de surpréparer leurs enfants, et que donc ces enfants surpréparés vont arriver et enculer le game trop vite, et que ça se fait pas pour les autres. Donc, premièrement, il y a un pointage du doigt de quelque chose qui est décrit comme étant négatif, comme étant issu d'un égoïsme, et d'un truc d'enculé, quoi, de nourrir de la compétition. Et premièrement, ça, même si c'était vrai,
bah c'est infernal en fait, de dire que les gens qui travaillent plus sont des bâtards pour ceux qui travaillent moins, c'est une mentalité de loser, et en plus, c'est faux, c'est simplement que les gens issus d'un milieu plus favorisé vont en effet peut-être lire des livres, vont s'occuper peut-être un peu plus, vont voyager, vont parler, vont avoir un vocabulaire eux-mêmes dans leur famille qui sera plus soutenu et donc qui va faire que, enfin soutenu, qui va faire que l'enfant va apprendre plus de choses. Et c'est grossier de dire ça, parce de dire qu'ils sont obsédés par la compétition, je sais pas quoi, parce que moi, ça m'étonnerait que les familles en fassent non plus que ça, parce que, bon, bah, moi, je vois plus des gens qui ont un peu le fardeau de devoir s'occuper des enfants le week-end, et ils sont très contents qu'ils aillent à l'école. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, attendez, on arrive à l'école à 6 ans, depuis quand? L'école, aujourd'hui, elle est obligatoire à partir de 3 ans. Donc en fait, le mec est en train de dire qu'il y a un problème d'inégalité scolaire, alors que c'est le fruit... les mecs arrivés à 6 ans sont le fruit de la putain d'école. À un moment, qu'est-ce qui se passe en maternelle? Vous vous branlez ou quoi? C'est justement un échec si ils considèrent que les mecs arrivent avec 500 mots, ce qui est très peu, hein. 500 mots à 3 ans, normalement, on les a. On s'en rend pas compte parce qu'on comprend pas ce que c'est des mots, c'est comme les pas, on se rend pas compte qu'on fait 10 000 pas, mais les mots, on en a énormément parce qu'il y a énormément de choses à décrire, etc. Et 500 mots, c'est pas un vocabulaire fleuri, hein. 500 mots, c'est à peu près à 3 ans. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe de 3 à 6 ans, en fait, pour ces enfants? Qu'ils soient issus de classes truc, justement. C'est l'école qui est censée être le moyen de de les tirer vers le haut et de les extraire tant d'heures par semaine d'un milieu familial où peut-être que les parents les calculent pas, peut-être que les parents sont au travail non-stop, peut-être que ceci, cela, et donc c'est cette école qui est censée faire son boulot, même si c'est à la maternelle. Et donc le mec nous dit, il y a un problème d'inégalité à l'école, alors que ça fait 3 ans qu'ils sont à l'école. Donc ça ne tient pas. Ensuite, il y a un truc que moi je comprends pas, c'est que, alors certes, j'imagine que connaître plus de mots, ça permet quand on va apprendre à lire, de faire ah oui je connais ce mot, ah oui moto, ah oui voiture. Bon, si on connaît pas voiture et moto à 6 ans, faut quand même forcer, parce qu'en fait, il y a que les mecs avant la révolution industrielle qui sont autorisés à pas connaître moto ou voiture. Mais je comprends que en ayant plus de mots de vocabulaire, on ait une compréhension, parce que la lecture c'est peut-être aussi de la compréhension, sinon on lirait sinon on apprendrait à lire des textes en elfique, quoi, parce que à la limite, mais on comprend pas ce qu'on dit. Donc il y a une part de compréhension qui accélère le processus, évidemment, mais quand même, la lecture c'est simplement une méthode qui dit que associer 2 lettres ensemble forme une syllabe, associer parfois 3 lettres ensemble, etc., etc. Donc, pourquoi est-ce que connaître 500 mots de vocabulaire en plus qu'un autre permettrait de mieux comprendre que quand on associe B et A, ça fait bas? Donc c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Et enfin, dans la solution qui est proposée, c'est-à-dire de repousser d'1 an l'âge de la lecture, mais en fait, gros, c'est pas une solution, parce que aucun parent va... Enfin, genre, si, puisque les parents des milieux favorisés éduquent mieux leurs enfants, leur apprennent plus de trucs, bah, plus tu vas creuser le nombre d'années où on va arriver à un niveau qui est quand même le niveau de base pour l'apprentissage. Apprendre à lire, c'est un prérequis évident. Donc plus on va repousser cet âge-là, plus l'écart va se creuser. Donc ça n'a aucun sens. C'était à la maternelle de faire ce qu'il fallait pour que les enfants arrivent avec un niveau globalement équilibré, même s'il y aura toujours des gens au-dessus, et c'est pas un problème. Et l'école, en fait, ne doit pas être vue par toute cette classe de profs, là, ne doit pas être vue comme un élément qui arrive pour moyenner le niveau, mais comme un élément qui arrive pour prendre les gens et les tirer vers le haut, quel que soit le niveau de départ. Si un mec arrive avec 1000 mots de vocabulaire, on va le tirer vers le haut le plus possible. Un mec qui arrive avec 2500, on va pas le mettre de côté. On va aussi le tirer vers le haut. Et le but, c'est qu'ils convergent tous vers quelque chose de supérieur. Le but, c'est pas de faire « Ok, les bons, il faut diminuer votre niveau, les mauvais, comme ça, vous avez moins à rattraper. » Bon, ça, c'est une vision de fils de pute, en fait. C'est en termes de compétitivité, puisqu'il parle des classements PISA, et on va finir là-dessus. Enfin, faut être un gigantesque guignol. Et, encore une fois, c'est une injustice vis-à-vis des élèves qui sont plus doués, et je suis désolé de le dire, il y en a. Il y a des élèves qui sont tout simplement plus doués, qui ont plus d'appétence, qui ont plus de trucs, il faut essayer de tirer tout le monde vers le haut, essayer de créer cet intérêt, cette curiosité
qu'ont naturellement les enfants, et la développer, et la titiller avec les bonnes méthodes. Mais c'est une méthode de FDP et injuste pour ceux qui en fait ont des dispositions super favorables et qui pourraient être aussi, mais ça on manque de moyens, hein, mais qui pourraient être aussi isolés tout simplement pour en faire des groupes d'élite. Et il n'y a aucun souci en fait à ce qu'il y ait des groupes d'élite, voilà, dans les classes, du petit niveau au plus grand. Et voilà, je pense que chacun doit essayer de converger vers le maximum, le niveau asymptotique, pardon, on va dire, asymptomatique, n'importe quoi, le niveau asymptotique, et voilà, et c'est évidemment pas ce qui est possible, il faut beaucoup plus de moyens, et c'est pour ça qu'il va y avoir un énorme développement des établissements privés dans l'avenir, pourvu qu'ils soient pas non plus complètement fliqués, mais voilà. Et pour finir, le mec prend en exemple les pays scandinaves, comme si, en fait, le niveau PISA était défini par un seul élément qui est la lecture à 7 ans. Mais gros, toute ton école est à la ramasse, en fait. C'est pas parce que les mecs ont appris à lire à 6 ans, et que c'était trop tôt, visiblement, alors qu'en fait, les enfants peuvent apprendre à lire à 5 ans. Voire même plutôt pour certains plus doués. C'est juste une histoire de, 6 ans, c'est le moment où... voilà, c'est pour que tout se démarre à un certain âge, on a donné un âge de départ. Mais c'est pas en repoussant ça qui fait que la Scandinavie ou je sais pas quoi est à son niveau actuel. Aujourd'hui, la France, elle est à la ramasse, c'est pas parce que les élèves apprennent à lire en CP, en fait. C'est pour tout ce qui se passe entre 6 et 18 ans, si tu veux. Donc, bref, c'était encore un observateur des inégalités qui cherche à moyenner tout le monde. Donc, moyenner tout le monde, ça veut dire ne pas élever les élèves, là où ils pourraient atteindre, au niveau qu'ils pourraient atteindre et là où ils devraient aller, mais juste à la moyenne, et surtout descendre les autres, parce que faut pas aller trop vite, faut descendre, vous êtes déjà en avance, c'est bon, et voilà, c'est de la merde. Et vraiment, ce qui m'a dérangé dans le discours, c'était de pointer du doigt les parents qui prennent à cœur d'élever leurs enfants, et qui prennent à cœur de pas leur mettre des tablettes tout le temps, de pas dire, je sais pas, de discuter avec eux, de leur apprendre des choses, tout simplement. Enfin, c'est la putain de base, en fait. Et de dire, ouais, c'est des enculés qui sont compétitifs, et que, déjà, depuis quand la compétition est une mauvaise chose? L'école est une compétition, qu'on le veuille ou non, parce qu'en fait, il y a un moment où il y a de la sélection, il y a un moment où, quand t'as des meilleures notes, tu as accès à ceci, cela. Et voilà, c'est dans la grande logique. En fait, l'égalitarisme est une logique qui amène à rien, en fait, qui amène à avoir des niveaux de merde, qui est ultra auto-centrée sur elle-même, qui ne comprend pas que le monde entier est en train de performer comme des bâtards, et que si vous faites les trisomiques, vous allez vous faire ruiner. Il suffit d'une génération, de 2 générations, pour que vous vous fassiez ensevelir par le monde, parce que le monde avance, que le monde est en compétition, et que en plus, il faut arrêter d'associer de la compétition au malheur, en fait. La compétition, en particulier pour les hommes, ça représente tout pour nous. C'est tout, c'est ce qui nous fait kiffer notre vie, en fait. C'est ce qui nous donne un horizon. Et CFDP sont en train de dire, ouais, la compétition est en train de ruiner, je sais pas quoi, allez, ta gueule. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais j'ai pas envie d'être beaucoup plus long, je pense que j'ai soulevé l'essentiel. Et on finit avec quelque chose qui s'en rapproche. Guillaume Meurice, qui vient de sortir un nouveau livre, et donc Guillaume Meurice, c'est un gars sur France Inter. Bon, c'est une merde en gros. Hein. Je saurais pas comment le décrire autrement que quelqu'un qui est très autosuffisant pour rien en fait, et puis en fait c'est la preuve que la mentalité que je défends est positive, conduit à l'épanouissement et entretient notre volonté de vivre, et il est la preuve avec sa nouvelle parution que tout ce que défendent ces gauchistes, c'est des trucs de gens qui abandonnent, c'est des trucs de losers, et c'est des trucs qui mènent à ce que, à la fin, tu baisses les bras dans tous les aspects de ta vie, et que, comme d'habitude, par manque de fierté,
et manque de reconnaissance qu'il y ait des gens qui t'ont niqué, en fait, tu te mets à défendre et à justifier que ton état de lose a été un choix d'épanouissement volontaire, alors qu'en fait tu as juste subi la vie que t'amène le fait de ne pas être à la hauteur, et c'est pas grave en fait de perdre, parce que je veux dire, personne n'est le meilleur boxeur, le meilleur lutteur, le meilleur à la muscu, le meilleur philosophe, le meilleur truc, mais c'est pas parce qu'on abandonne, c'est pas parce qu'on ne mène pas la vie pour avoir 20 sur 20, parce qu'il décrit son œuvre comme il faut accepter 10 sur 20 et kiffer 10 sur 20. Il considère 10 sur 20 comme la note parfaite, voilà, le juste ce qu'il faut. C'est pas parce qu'on n'essaie pas d'avoir 20 sur 20 dans tous les domaines, qu'on peut pas avoir 20 sur 20 dans tous les domaines, qu'il faut pas aller chercher des performances, au moins dans un seul domaine, parce que c'est c'est une méthode qui va nous permettre d'atteindre la fierté et l'épanouissement. Donc maintenant que j'ai présenté un petit peu globalement, je vais plutôt vous présenter plus précisément son truc. Donc je vous lis le résumé. Médiocre, de qualité moyenne, qui tient le milieu entre le grand et le petit. La normalité, version péjorative, avec un arrière-goût de nullité. Chez Guillaume Meurice, la médiocrité, ça remonte à loin. Dès l'école, il considère 10 sur 20 comme la note parfaite. Donc voilà, ça typiquement, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que quand les gens n'ont pas des choses, ils en reviennent à rematrixer la réalité en faisant croire que c'était un choix. C'est pas un choix, fils de pute. C'est pas un choix. T'as pas compté les points sur ta copie pour avoir 10 sur 20, tu mens. Tu subis en fait ta condition, et parce que tu n'assumes pas la hiérarchie, tu vas la justifier et expliquer que c'est quelque part aussi un équilibre à trouver, c'est ça ses avantages. D'accord, c'est bien de cope, c'est bien de prendre de l'opium et de t'en mettre un masque d'oxygène. Mais ça te concerne toi, c'est bien de se vivre dans des petites bulles, etc. Par contre, en termes de philosophie pour les gens, leur apprendre à vivre dans l'opium, de cope à fond, ça ne les aide pas et ça les rend malheureux sur le long terme, toujours. Donc je vous lis la suite. La note parfaite, le juste ce qu'il faut, qui a la poésie et la fragilité d'une barre effleurée par un sauteur en hauteur. Depuis... Qu'est-ce que c'est que cette métaphore éclatée au sol? C'est éclaté au sol. Depuis... En fait, c'est qui veut dire une barre effleurée par un saut en hauteur, c'est-à-dire qu'il est passé avec juste ce qu'il fallait. Depuis, il s'est rendu compte qu'il n'y a rien de plus émancipateur que la médiocrité. Elle permet de faire ce qui vous plaît, pour le simple plaisir de le faire, pour la beauté du geste. Elle est un refus de la hiérarchie et un pied de nez à la quête de performance. Avec ce petit éloge de la médiocrité, Guillaume Meurice n'a jamais si bien maîtrisé son sujet. Et bon, je vais pas insister et aller au fond de tout son livre, etc., parce que je l'ai pas lu, faut le dire, mais je comprends très bien de quoi il parle. Vous voyez, il dit la médiocrité est émancipatrice parce qu'elle permet de faire ce qui vous plaît pour le simple plaisir de le faire, pour la beauté du geste. Et elle est un refus de la hiérarchie et un pied de nez à la quête de performance. Et moi, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je lis là-dedans? Je lis qu'en fait, cette personne est frustrée par le fait que pour avoir un certain statut, pour avoir des privilèges, hein, si on peut le dire, pour avoir du pouvoir, pour avoir un rang, on est obligé d'être compétitif parce que tout le monde le veut, et donc on doit être meilleur que les autres dans ce domaine précis. Et elle dit, bah non, ça rend aigre, ça rend triste, alors que ce qui rend libre, finalement, c'est de baisser les bras. C'est de baisser les bras face à la compétition, ça nous fait déstresser. Et ça, c'est un comportement qui est possible justement parce que il y a des centaines et des centaines d'années de fils de chiens qui font le boulot, qui sont ultra compétitifs, et qui construisent un environnement où baisser les bras est permis, où être juste bof est permis. Mais ça, c'est juste la première chose, parce que je vous explique, baisser les bras, tant que vous n'avez pas de confort, d'avoir là où vivre, d'avoir de quoi nourrir votre famille, etc., c'est un confort que peu de gens peuvent se permettre. Il y a des gens qui sont obligés d'être dans la compétition vis-à-vis d'eux-mêmes, de se lever le matin, d'aller bosser. C'est vraiment un discours de mec tranquille dans sa vie, qui arrive sur son plateau de radio de merde, et n'est même pas mis en compétition parce que service public, en fait. C'est un énorme luxe d'avoir le droit de baisser les bras. Ça, c'est la première des choses.
La deuxième, c'est qu'il parle de refus de la hiérarchie. Sauf que la hiérarchie, c'est pas quelque chose d'injuste, en fait. C'est quelque chose d'injuste quand sont mis à des postes au-dessus des gens qui n'ont pas mérité par le pistonnage, par ceci, cela. Là, c'est quelque chose d'injuste. Mais la hiérarchie naturelle, la hiérarchie telle qu'elle est définie, c'est un système juste qui récompense les gens qui sont montrés plus dignes que d'autres, qui récompense pas forcément le temps de travail qu'on va mettre dedans, mais le résultat final. Parce qu'il y a des gens qui confondent des choses et pensent que parce qu'ils ont énormément travaillé pour un truc, ils le méritent. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est celui qui va être le meilleur, le plus compétent. Donc refuser la hiérarchie, c'est encore une fois un égalitarisme qui crée, en soi-disant en enlevant des inégalités, crée des énormes injustices. Donc vous voyez, on peut être à tous égalité, en fait c'est une forme d'injustice. Parce qu'il y a des gens qui vont faire plus, il y a des gens qui vont au truc, et donc ils doivent être récompensés à la hauteur des efforts qu'ils vont mettre. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on enlève la hiérarchie et qu'on récompense plus les gens selon ce qu'ils produisent, selon ce qu'ils créent, selon leurs actions? Bah, vous allez très vite voir que sans système de récompense qui intéresse les gens, y a plus d'actions qui sont faites en fait. C'est la base de la base, c'est un truc pavlovien quoi. Si on ne vous propose rien comme récompense pour faire la chose, à moins d'être dans une philosophie où on le fait finalement pour soi-même, à un moment où aussi on se sent exploité, on se sent con et on a l'impression que les gens se foutent de notre gueule. Donc on peut pas, ce principe n'est pas viable dans le long terme. Et ensuite il dit c'est un pied de nez à la quête de la performance. Et ça, c'est un refus. Donc il dit en gros que baisser les bras, ça permet de déstresser, c'est ça en gros. Ça permet de déstresser, de pas se prendre la tête, de faire les choses, voilà, pour le kiff. Le problème, c'est que le mec efface complètement le fait que, particulièrement en tant qu'homme, on recherche la difficulté. La performance passe toujours par la difficulté. Et non seulement on recherche la difficulté, mais on recherche aussi à impressionner et à obtenir le respect de nos contemporains, de nos pairs. Parce que on cherche à obtenir du statut, et c'est ça qui nous rend heureux, fiers de nous, et qui nous donne cette envie de vivre. Quand vous enlevez tout ça, vous créez des générations de personnes qui sont donc je vous l'ai dit, dans ce confort d'être nourris, d'être... ils ont tout en fait, ils ont la nourriture, ils ont le loisir, ils ont tout à portée de main. Aujourd'hui tout est facile, ça a été rendu possible par des gens qui sont tués à la tâche et qui ont fonctionné sur un système hiérarchique. Je suis obligé de réexpliquer des choses aussi banales parce que il y a une scission qui est en train de se faire et je suis très content de l'avoir saisi et d'avoir créé ce podcast au moment où j'ai compris que cette scission allait arriver. Et c'est la preuve que tous les mecs là qui se pensent de droite, etc., et qui font les grosses victimes à dire « Oh, Raptor est méchant, je sais pas quoi », que en fait vous êtes des merdes, vous êtes à ce niveau-là. Et c'est moi qui ai créé cette scission-là, et lui, il vient la renforcer, ce qui légitime encore plus mon discours, et c'est absolument incroyable et génial, parce que c'est un discours qui est dans le vrai, et qui a ses effets, et qui tire vers le haut. Et donc, les hommes se complaisent dans la compétition. C'est ce qui est... in fact, en effet, la testostérone rend agréable la compétition. Et les hommes veulent avoir ce que les autres n'ont pas, ils sont à la quête d'un statut. Et on peut avoir une réflexion philosophique sur... Mais finalement, pourquoi? C'est très nihiliste. Finalement, pourquoi? On va tous mourir, pourquoi chercher ça? On pourrait tous être heureux, je sais pas quoi. Sauf que fils de pute, si le monde agroalimentaire ne cherchait pas la performance comme des enculés, et le rendement, bon même si ça a son lot de négativité, hein, espèce de petite merde, tu serais pas nourri, tu vois ce que je veux dire? Ta philosophie de fainéantise repose sur le travail des autres. Autrement dit, tu es un parasite qui profite qui n'a même pas conscience du privilège qu'il a, puisque ce privilège est vachement dans son vocabulaire, pour commencer à faire toute une réflexion sur pourquoi se masturber 36 fois par jour, finalement, peut être un goal de vie. Et non, en fait, ça fait tomber dans la dépression, et j'essaie de pas trop en dévoiler parce qu'on va en parler dans la rubrique 3. Ça amène les hommes à la dépression. Les hommes ont besoin de prouver, d'acquérir du statut, de prouver. Oui, ça a ses défauts, parce que ça amène à toujours vouloir plus, toujours faire plus, et ça amène, comme dans l'agroalimentaire, à parfois de la destruction, en fait, dans cette quête de puissance permanente.
mais cette quête de puissance, elle doit être maîtrisée par encore plus d'ailleurs de masculinité, mais ça c'est tout un sujet, et surtout, quand on enlève ça aux hommes, on obtient l'épidémie de dépression qu'on a actuellement. Parce qu'en fait, on observe actuellement quoi? Des gens ils ont tout sous les yeux, tout le temps, ils ont la possibilité, on va parler de la dopamine juste après, ils ont la possibilité d'obtenir des choses sans jamais fournir le travail qui va avec. Pire encore, dans le système socialiste, on les paye pour rester dans cet état-là. Donc on crée des coquilles vides qui, en plus, quand leur volonté baisse, deviennent des gens manipulables et des gens qui subissent la vie. Les hommes ne veulent pas subir la vie, les hommes veulent conquérir la vie. Et donc ils ont besoin de cette flamme. Sinon ça les détruit, et en plus, ça crée des sujets facilement manipulables qui ne se battent plus rien, à qui on va donner des règles. Voilà, tu vas évoluer comme les poulaillers, en gros on revient dans l'agroalimentaire, tu vas évoluer dans ton petit 10 mètres là, 10 mètres carrés, tu vas avoir le droit de sortir comme au confinement, à maximum 1 kilomètre, 1 heure par jour, tu vas être là, et puis t'inquiète, finalement, pourquoi vouloir plus? Faut se complaire dans cet état-là, et puis tu peux kiffer, t'as tes petits kiffs, pourquoi tu veux plus? Et ça, on crée des populations qui n'ont plus de flammes qui brillent en eux, et donc qui sont, en fait, c'est la matrice, en fait, elles sont là, et on utilise leur énergie, leur travail, on les taxe trucs, on leur dit pourquoi tu veux plus, pourquoi tu veux gagner plus, pourquoi tu veux plus de performance, pourquoi? Reste tranquille, c'est comme ça qu'on kiffe, c'est comme ça qu'on s'épanouit. Regarde, tu peux te branler 5 fois par jour, pourquoi est-ce que tu veux être beau gosse et plaire aux meufs? On va te créer des meufs en plastique, baise-les, elles parlent pas. Pourquoi est-ce que ceci, cela? Pourquoi est-ce que... Et en fait, cet état d'esprit mène à la ruine des hommes. Et c'est ça que je voulais juste dire, c'est que c'est très bien qu'il y ait cette scission, c'est très bien qu'il y ait des gens qui pensent comme ça, parce que ça creuse l'écart, mais je rappelle qu'ils pensent comme ça uniquement parce qu'on leur met des conditions d'environnement qui permettent d'être fainéants, parce que ça se repose sur le travail d'autres, en fait, et surtout, que ça mène au malheur et à la dépression, parce qu'on n'a plus de but dans sa vie, et un homme a besoin de projets, et c'est ça qui a détruit les gens pendant le confinement, c'est qu'ils pouvaient plus se projeter en avant, parce qu'ils savaient pas quand est-ce que ça allait se terminer, que faire, et les imprévus et trucs. Sans projet, les hommes tombent. Et donc, les gens qui défendent ça sont évidemment des énormes ont une énorme responsabilité, mais de toute façon n'arriveront à convaincre que les gens déjà convaincus. Et qu'est-ce qu'il fournit pire que ça, et moi c'est ça qui m'embête, qu'est-ce qu'il fournit à travers ce genre d'ouvrage et de développement? Il fournit une explication plus ou moins rationnelle, une justification et même une défense de quelque chose qui est en fait... ils subissent la vie, ces gens-là ont perdu, ont baissé les bras, et lui, il leur fournit un moyen de cope, un moyen de justifier leur état comme étant en plus un choix qui est un choix bénéfique. Et c'est très bien si les gens arrivent à développer une philosophie qui fait qu'ils se sentent mieux, etc. Mais ça reste du cope, ça reste complètement pas l'effet. Et je vous le répète, expliquer des choses qui en réalité ne sont pas vraies, ça mène les hommes à la folie. Voilà. Et ça rend surtout les hommes, ça les transforme en coquilles vides, parce que ça les oblige à ignorer leur instinct, ignorer leurs intuitions, ignorer ce qu'ils voient, et en plus ça les fait rager contre ceux qui font les choses, donc ça inclut et implique une mentalité qui est vraiment dangereuse, parce que rager des gens qui bossent et qui ont des résultats en disant qu'ils entretiennent un système hiérarchique, je sais pas quoi, en fait, ça mène à la destruction d'un pays, et je pense qu'on en a assez les preuves vis-à-vis de toutes les idéologies et l'agenda politique défendu aujourd'hui. Et surtout, ça nous transforme en coquilles vides, parce qu'on a appris à notre cerveau à ignorer tous les signes extérieurs, toute notre compréhension, et à accepter des éléments contradictoires. Donc voilà, mais c'est très bien, moi je suis très content qu'ils sortent ce livre-là, je suis très content qu'il y ait plein de gens qui s'y retrouvent, parce que malheureusement, le monde va évoluer et évolue de manière très brutale entre ceux qui font les choses, qui agissent, qui prennent soin d'eux,
qui se développent physiquement, qui se développent mentalement, qui sont proactifs de leur vie, et ceux qui sont passifs. Malheureusement, la démocratie se sert. Pour ça que moi je n'aime pas la démocratie, c'est pas parce que j'ai pas envie qu'on soit libre, je sais pas quoi, et que les gens donnent leur avis, c'est que la démocratie a compris qu'il fallait se servir des faiblesses des hommes pour les asservir, en gros, par eux-mêmes. Et donc, on va avoir des nombres croissants et croissants de petits fils de pute qui vont abandonner, qui en plus ne respectent même pas la hiérarchie, et nous font tout un truc où on est tous équivalents. Et ça, ça va permettre aux classes dominantes, finalement, de garder l'exclusivité et le privilège d'avoir tout dans ce monde, pendant qu'ils vous convaincront que vous n'avez pas besoin d'avoir quoi que ce soit. Vous n'aurez rien et vous serez heureux. Et ça reposera uniquement sur tous les petits fils de pute convaincus et qui ont sauté sur l'occasion de trouver des alibis et des justifications à leur médiocrité. Non pas que je leur souhaite du malheur, justement j'aimerais les convaincre que ce n'est pas comme ça qu'ils vont atteindre l'épanouissement et le bonheur. Chacun ensuite fait sa vie, par contre c'est hors de question de supprimer, de remettre tout à zéro, d'égalitariser tout ça. Quand il y a des gens, c'est injuste en fait pour tous ceux qui vont fournir le travail. Et là, il va y avoir une véritable scission, et c'est pour ça que j'écris ce podcast, et je le sens en fait depuis plusieurs mois, que c'est l'élément déterminant et décisif dans l'avenir. Donc voilà, je voulais vous lire pour finir quelques avis de gens qui ont kiffé ce livre. J'ai été tenté de lui mettre 2,5 étoiles pour être raccord avec le sujet et la couverture du livre, pour dire il est médiocre comme lui, comme moi, comme vous. Je l'espère en tout cas. Et si je lui mets 5 étoiles pour signifier ce que cela m'a fait rire, sourire, réfléchir, je rentre dans le système d'évaluation perpétuelle dans lequel nous évoluons sans même nous en rendre compte. Vous voyez, ils sont très intelligents eux. Ils ont compris que oh là là, on est noté, on a des évaluations. Non pas que c'est un système qui est hors toute critique, mais en dehors de toute critique, mais les gens se croient intelligents. Oh là là, vous avez vu qu'il y a des gens qui sont au-dessus et tout. On est tellement habitués. Blablabla, bla bla bla, car oui, il faut l'avouer, c'est un livre de gauche si ce terme signifie encore quelque chose aujourd'hui. Il se moque de l'esprit de compétition, lui préférant celui de coopération. Il se moque de développement personnel qui suggère que vous êtes responsable de tout le bonheur-malheur qui vous arrive. Il se moque de l'hypocrisie générale qui consiste à se penser au-dessus des autres et d'acquérir tous les totems qui en attestent aux yeux de ceux-ci. Alors, au passage, l'hypocrisie générale qui consiste à se penser au-dessus des autres, c'est précisément quand on cope alors qu'on n'a rien fait pour déjà se niveler tout par le bas et dire qu'on se vaut tous, et quand on se pavane avec de la supériorité morale. Donc en fait, ça les concerne complètement. Et je vous en lis un autre. Sur près de 200 pages, l'auteur va expliquer en quoi la médiocrité a du bon, que la recherche du bonheur est inutile, et comment la compétitivité amène à notre destruction. Il va ainsi critiquer les coachs en développement personnel, le système de notation, les politiciens. Si j'ai pu rire à de nombreux moments lors de ma lecture, elle aura surtout été un point de réflexion. Pourquoi ne pas être médiocre et me satisfaire d'être dans la moyenne ? Cet essai est un guide d'anti-développement personnel qui est très intéressant et foncièrement politique. Donc, voilà. Voilà. Le problème aussi de ces gens, c'est qu'ils ne comprennent pas en fait ce que ça veut dire être dans la moyenne, et que la moyenne est définie par le bas et le haut. Et que quand il n'y a plus que du bas, la moyenne baisse. Et oui, parce qu'en fait, il y aura pire que vous, et vous, si tout le monde est moyen, la moyenne baisse. Et ensuite, on refait la moyenne baisse, et on refait la moyenne qui baisse. Donc, c'est vraiment du branlage de couilles. Je vais dire, c'est vraiment du branlage de couilles pour fils de pute qui ont baissé les bras et ont finalement très peu de problèmes dans leur vie. Voilà. Et ça ne me dérange absolument pas. Et je suis très heureux s'il trouve le bonheur là-dedans. Parce que moi, j'aborde la vie, et je comprends aussi tout ce que permet d'obtenir le fait de briller et d'être meilleur, tout ce que ça débloque, et en fait, c'est le One Piece, en fait. Il n'y en aura pas pour tout le monde, et va falloir tout défoncer, et être meilleur que les autres, et se tuer au travail, à l'entraînement, à ce que vous voulez, pour aller le chercher. Bon, la différence du One Piece, c'est qu'il y a quand même de quoi partager avec tous les mecs qui vont se buter. Mais c'est très bien. Et c'est pour ça que vraiment, je vous défends à fond la philosophie que je développe depuis des mois, notamment à travers ce podcast, qui va vous permettre de creuser l'écart avec ces gens-là.
Donc voilà, c'est tout pour la rubrique numéro 2, les news de la semaine. On passe à la... Je pense que c'est une émission qui est déjà assez longue et assez riche. Et honnêtement, je pense que cette rubrique numéro 3, je vais la réserver pour une autre fois, pour un épisode spécial, parce que je voulais vraiment développer la dopamine, et c'est un sujet qui rejoint celui-là, en fait. Alors, je vais aller beaucoup plus en profondeur, donc je pense que, pour des soucis de pas être rébarbatif, je vais repousser cette rubrique 3, qui va vous donner des éléments concrets pour être plus productif, être plus successful, et améliorer votre vie en enlevant des choses négatives et en y ajoutant des choses positives, voilà, tout simplement, qui vont vous permettre en fait de rétablir et de rééquilibrer vos niveaux de dopamine, c'est-à-dire votre rapport travail-récompense. Si ce rapport est foutu en l'air, vous entrez dans un cercle vicieux qui vous prend en otage en fait, et qui amène à... bon, je développerai ça plus tard, mais en gros qui vous amène à vous nourrir, et vous nourrir, et vous nourrir d'un rapport travail-récompense très 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 faible, et qui empêche votre cerveau de fonctionner sur un autre un autre système de pensée et un autre système de récompense, et ça amène de la négativité pour tous vos projets de vie, etc. Donc je vous propose, plutôt que de continuer sur cette lancée, de la repousser la semaine prochaine pour avoir quelque chose qui me permettra aussi de pas dire comme je vous l'ai dit tout à l'heure ou je sais pas quoi, et de vraiment re-entrer dans le sujet de A à Z. Et je reviens une dernière fois sur ce sujet pour finir. La mentalité de Guillaume Meurice, c'est la mentalité de quelqu'un qui, parce que il y a trop d'efforts à mener pour mener la compétition, parce qu'il y a beaucoup de gens en liste, et que il faut fournir vraiment beaucoup plus que la moyenne, comme il dit, pour justifier le fait qu'il n'a pas envie de fournir le travail qu'il faut, il va chercher à casser toute l'entreprise derrière de la compétition. Et c'est en permanence ce qui se passe dans le logiciel gauchiste, c'est que quand un truc, ils ne sont pas prêts à fournir les efforts pour le réaliser, ils préfèrent détruire et remettre en cause tout le système, parce que c'est un système qui les exclut, parce que le système, pour des raisons de performance, exclut ceux qui ne fournissent pas le travail. Et ça, c'est juste d'un point de vue pratique. Et là où il ne comprend pas que la médiocrité, quand elle est vantée, mène à l'aliénation et à la dépression et à la tristesse et détruit les âmes, c'est qu'il faut imaginer une vie où, en fait, pourquoi est-ce qu'on mangerait au niveau de l'alimentation? Pourquoi? Pour comparer sa vie à un plat. Pourquoi, finalement, est-ce qu'on ne mangerait pas du riz sec avec du thon pour les protéines et un truc de légumes à chaque repas? Pourquoi il faut essayer de manger des trucs qui ont plus de goût, plus de plaisir? Et en fait, on se rend compte que une vie à manger de la bouillie qui a juste les nutriments qu'il faut n'est pas une vie de plaisir. Et en fait, c'est une métaphore pour la vie, c'est-à-dire que pour aller améliorer ce qu'il y a dans ton assiette, il va falloir fournir un travail qui va te donner la possibilité, l'accès à ces choses-là. Et imaginez si tous les mecs qui mangent du riz et des pâtes toute la journée nous disaient, mais finalement, à quoi ça sert de commencer à manger des trucs? Regarde, les riches et tout. Ouais, mais c'est de la merde, en fait. La vie est fade, la vie est nulle, et on n'aspire pas à si peu, voilà. Et on veut plus, et la vie a beaucoup de choses à nous réserver, pourvu que on aille chercher les choses. Et donc c'est rien que ce cap-là, d'avoir le cap d'aller chercher les choses, d'avoir de l'ambition, ce qu'il appelle en fait la course folle, qui selon lui rend les gens tristes, parce qu'ils atteignent jamais, c'est une erreur de paradigme. C'est une erreur de paradigme où on considère que l'objectif, c'est la fin en soi, alors que l'objectif, c'est ce qui va motiver le voyage, et c'est le voyage qui va nous faire kiffer. Et le gars qui décrit en fait qu'en fait quand on vit sa vie pour avoir des objectifs à les atteindre, on est triste parce qu'on les atteint jamais, alors que c'est pas du tout ça, c'est justement quelque chose qui va contribuer à donner des piments, qui va nous faire dans la vie, qui va nous faire voir de nouvelles expériences, et essayer des choses, aller à la conquête des choses. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi en amour. Comment est-ce qu'on obtient un partenaire en amour? Il faut aller à la conquête d'une personne. On va pas se contenter que ça va pas... Rien ne tombe dans le bec. Et faire croire aux gens ça, c'est faux. Et si vous ne me croyez pas, pourquoi est-ce que aucune meuf ne vient vous pépon le sgeg? Parce que on doit aller chercher les choses.
Il faut pas aller regarder la vie et croiser les bras et attendre son tour parce que l'État a décidé que chacun avait le droit à une meuf et qu'il n'y avait pas besoin de... Non. Et les femmes sont intérieurement, sans le dévoiler, sont absolument intraitables avec le système de hiérarchie et de performance et de compétition. Donc voilà, c'est vraiment... c'est nul et c'est de la branlette intellectuelle pour gens qui ont le confort d'en faire et voilà, s'ils restent dans leur petit salon de thé à la limite, mais moi ça me dérange parce que c'est faux et je vous dis, je n'apprécie pas qu'on mêle le vrai et le faux en tentant de justifier, de mettre sur le même piédestal et en plus visiblement il fait la guerre au développement personnel et au fait d'avoir la responsabilité de tout ce qui nous arrive dans nos vies alors que c'est un pilier pour progresser et pour avoir les épaules en fait, à être grand et pouvoir s'occuper. Notre rôle en tant qu'homme, c'est de prendre sur notre dos notre petit monde, puis d'une manière plus large, le monde avec la politique, etc. Notre petit monde, notre petite famille. Donc bref, on va en finir avec ça, on va passer à la rubrique numéro 4, et Raptor, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 4, et Raptor, vous me posez vos questions sur Instagram @RaptorPodcast, et j'y réponds en citant votre pseudo, bien sûr, ce n'est pas anonyme, et vous êtes souvent très content que je vous cite. On commence avec Harold Filiat, quels autres sports que muscu as-tu déjà pratiqué ? Alors, comme beaucoup de gens, j'ai fait du judo de 6 à 13 ans, j'ai arrêté aux grandes dames de mon père, qui était très en colère, je me souviens, il était pas content du tout, j'ai arrêté parce qu'en fait mes potes du judo arrêtaient, et donc en fait bah j'avais plus envie trop d'y aller, et voilà. Et je me souviens que en fait le problème c'est que j'en faisais 2 fois par semaine, et c'était dans 2 gymnases différents, et il y avait un gymnase dans une autre ville où je connaissais pas forcément les gens qui y étaient, et donc il y avait en fait un moment où ça devenait plus sérieux, on va dire, plus compétitif, plus truc, et où j'avais plus cette envie, parce que je voyais mes potes aussi, et en fait c'est quelque chose de con, et mon père m'a toujours dit tu le regretteras, et c'est vrai que j'aurais peut-être eu mieux fait de continuer. Et ouais, j'ai fait du judo donc pendant 7 ans, et voilà, d'ailleurs pour la petite histoire, j'ai toujours été très compétitif, j'adorais les compétitions de judo, et bon voilà, j'étais premier pendant longtemps, et puis il y a eu un moment où j'ai commencé à prendre du poids, parce que quand j'étais petit, j'étais pas gros, mais j'étais un peu en surpoids, mais j'étais pas en surpoids, faut pas abuser, mais en gros je suis monté dans les catégories de poids, et après je me retrouvais avec des mecs en fait qui avaient des ceintures de plus, parce que c'était par catégorie de poids, et je me faisais allumer quoi. Et ça a participé au fait que j'ai arrêté aussi. Mais peut-être que j'aurais gagné à à être plus pris, je sais pas. Je pense que c'est normal, quand on est enfant, on n'a pas cet esprit forcément de compétitivité, on comprend pas aussi l'importance de l'alimentation, nanana. Et puis c'était assez anecdotique, mon père il voulait juste que je fasse un sport, et il trouvait que le judo c'était cool. Et c'est vraiment un truc qui est sous-coté, le judo, et quand t'es petit, on te dit ah c'est nul, regarde, tu crois que tu vas combattre les gens, les tenant par le kimono, ce qui est vrai, etc. Mais en fait, ça forge, déjà, il y a plein d'éléments de mentalité, je crois qu'il y avait les 12 lois là au judo, je sais pas quoi, de camaraderie, de respect, ça forge aussi le respect du professeur, du tapis qu'on salue à chaque fois, la régularité, l'apprentissage, et puis même au niveau de ses appuis, c'est quelque chose qui est bien. Bah, je crois il y a un gars qui s'appelle Baki là, son pseudo, qui est un énorme judoka, et donc ça le rend très très bon dans son nouveau sport qui est le MMA. Donc je fais ça. J'ai fait pas mal de volets, mais bon c'était en AS, j'en ai fait, je sais pas, du collège en terminale, donc 7 ans. J'étais, enfin un peu moins quand même, à l'AS, volley, parce que j'aimais bien le volley, malgré ma petite taille, hein, sachez que j'étais assez bon, mais parce qu'il y a j'étais prêt à bosser vraiment, à le faire bien et tout, j'aimais bien, et j'ai toujours aimé faire du sport avec des gens, quoi, en fait, donc j'aimais bien retrouver aussi mes potes là-bas, et voilà, et je me souviens qu'on était monté en champion régional, je crois, un truc genre, enfin bref, ça a pas une grande valeur, puisque c'est des trucs d'amateurs pur et dur, l'AS volley, s'il te plaît. Et puis aussi, quand j'ai vu Never Back Down, et que j'étais en terminale, je me suis remis, donc en début d'année direct, je me suis remis, en fait c'était un club de judo là dans ma ville, et c'était judo jujitsu, et j'ai fait du jujitsu, pas du jujitsu brésilien, mais du jujitsu complet,
qui en fait intègre du pied-point, du judo. En fait, il y a une phase de pied-point, une phase de judo et une phase de sol. Et j'étais avec un prof qui est genre multi-champion du monde, qui était trop fort et qui me faisait trop kiffer, qui s'appelait Percy Kunsa. Voilà. Percy avec un Y, Kunsa, Kunsa. Et voilà, je me souviens que j'avais trop kiffé faire ça avec lui. J'en ai fait, je crois, 2 ans. Et ça déchirait, et je trouvais que ça donnait des très bonnes bases. Et voilà, et c'est tout comme autre sport. Et après, bah en fait, je passé j'ai passé 18 ans, je suis arrivé en prépa, et là, je me suis concentré sur ce qui... Bah, j'avais le sport de Saint-Cyr, qui était hardcore, parce que je suis une merde en natation, mais genre une grosse merde, je respire très mal et tout, enfin, je sais pas, je manquais énormément de travail, mais je crois que j'ai un énorme cul aussi. Et je souffrais, on avait 2 heures de natation par semaine, je manquais la noyade à chaque séance. Et on avait aussi la course à pied que je détestais, putain. Et je vous raconterai des anecdotes drôles dessus d'ailleurs. Et fallait valider surtout 12 tractions, et moi en fait je me suis très vite orienté vers la muscu, moi c'est 12 tractions, c'était de développer un physique, même quand je faisais à l'époque, je voulais pas payer de salle, j'avais pas de quoi payer de salle, ce qui était une erreur, hein, mais je faisais donc que du poids de corps, traction, etc. On peut se faire un bon physique, même si j'ai explosé en allant à la salle, mais c'est surtout que tout de suite j'ai eu comme objectif de développer de la masse musculaire plutôt que de faire des figures ou je sais pas quoi, ça m'a jamais trop intéressé. Donc voilà, et ensuite oui, je me suis reconcentré sur un seul objectif, c'est-à-dire avoir un bête de physique, et voilà. Et j'ai pas eu la bonne approche, j'ai eu des dizaines enfin j'ai eu beaucoup d'approches différentes, que ce soit sur la diète, sur l'entraînement, et on arrive à Zero to Hero où je pense avoir trouvé le truc, enfin je suis sûr en fait d'avoir trouvé le truc parfait, parce que ça fait 1 an que je suis à cette... Non, ça fait pas 1 an. Ça va faire 1 an, ça fait plus de 6 mois, ça fait 8 mois que je suis à un pourcentage très faible, entre 7 et 10, on va dire, quand je vais à Dubaï et que je me laisse un peu aller. Et sans effort, en kiffant ma diète, avec 3 entraînements par semaine seulement, des séances d'1 heure, où je kiffe, j'arrive, je progresse, etc. Je vous apprendrai tout ça, mais voilà un petit peu mon parcours sportif. Kylian Millet, quelles sont les choses que tu fais au quotidien pour entretenir ton couple? Donc, pour entretenir un couple, il suffit, entre guillemets, d'écouter l'autre, d'être correct, d'être gentil, de pas être chiant, de pas être infernal, d'avoir le sourire, d'essayer de partager des choses, de passer du temps aussi ensemble, pas passer tout son temps libre sur l'ordi, etc., même si on a vite fait de le faire. D'avoir des repas ensemble, d'essayer de manger ensemble, de discuter, d'avoir des centres d'intérêt communs. Et puis et puis voilà, après je vais pas rentrer dans plus de détails, mais il faut essayer de partager des moments, d'avoir ces moments pour soi, mais aussi d'en partager le plus possible et de le faire dans la bonne humeur. Et, euh, et voilà, et puis il y a beaucoup d'autres choses, mais ça prend du temps à développer. Karim Annie, comment gérer Ramadan, sport et diète? Alors ça, c'est un sujet qui va être assez long. Je crois que le Ramadan, c'est dans 10 jours, dans 11 jours. Donc on a encore une émission pour tous les musulmans pratiquants qui vont le faire. Donc je pense que pourquoi pas développer ça dans un peu plus longuement, parce que en fait, si tu veux, moi je pars du principe que c'est compliqué, et je trouve que ça tue la philosophie qu'il y a dans le jeûne, etc. Que ce n'est pas la priorité en fait la muscu, et que c'est justement un mois d'épreuve qui est fait pour développer plutôt un aspect spirituel et mental, et que le problème c'est que en fait si tu veux réellement optimiser ton entraînement, etc., déjà ce n'est pas faisable, pour la simple et bonne raison que quand tu ne bois pas pendant toute la journée, ça te met tarif en fait arrivé le soir, et tu as tout sauf envie de performer à la salle. La deuxième chose, c'est que il y a qu'une seule solution. Il y a deux solutions. Non, il y en a qu'une pour s'entraîner. C'est très simple. C'est d'abord manger, se réhydrater, et ensuite aller s'entraîner. Et ensuite, du coup, les gars, il va être 21 h, je sais pas quoi. Vous venez de subir une journée, parce que les petits mecs là qui vont dormir toute la journée, jouer à FIFA, se réveiller à 15h30. C'est pas ça en fait, vous avez forcément travaillé un jour dans votre vie toute la journée, crevé de soif, nanana. D'ailleurs ça multiplie les accidents, mais bon ça c'est au passage. Et le soir ne va pas être propice à ça.
Donc la meilleure stratégie, je vais te dire, c'est de vivre la nuit, mais ça va à l'encontre du délire, je trouve. Et sinon, la meilleure stratégie, c'est de faire de la réhydratation et un encas qui va pas peser sur le système digestif et qui va nous permettre, dans les 30 minutes, dans l'heure suivante, d'aller s'entraîner. Et le but, ça va être de conserver, parce que c'est hors de conserver ses performances. C'est hors de question de s'entraîner sans eau ni rien. Il y en a qui vont vous dire il faut s'entraîner avant le premier repas, c'est une mauvaise idée. Ne vous entraînez pas sans eau, vous n'aurez même pas l'énergie pour performer quoi que ce soit. Et voilà, et moi je vous le dis, on développera plus et tout, mais je pense que être obsédé par l'entraînement, c'est oublier tout l'aspect philosophique du truc, spirituel, et quand tu essayes d'optimiser la chose, bah en fait, je vais t'expliquer, il faut vivre la nuit, donc c'est passé à côté du truc, tu vois. Donc voilà, et niveau diète, bah en fait, vos tendances naturelles vont être révélées. C'est-à-dire que vous aurez beau contrôler votre diète, etc. Déjà, en manquant d'eau, votre NEAT, votre non-exercice, votre dépense calorique liée pas aux exercices, c'est-à-dire aux 10 000 pas, ce genre de choses, à l'activité qu'on a la journée, va diminuer, donc votre métabolisme va diminuer. Et donc vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez prendre du poids si vous avez tendance à prendre du poids, que vous contrôlez ce que vous mangez ou pas, et vous allez sécher de ouf si vous avez tendance à perdre du poids facilement, si vous contrôlez ce que vous mangez, dans une certaine mesure. Donc moi je vous dis, c'est un mois où vous devez passer à autre chose mentalement, et l'avantage c'est que, c'est quoi du coup, ça va être du 23 mars au 23 avril, un truc genre. L'avantage c'est que vous avez une semaine pour vous mettre dans le bain, et ensuite Zero to Hero sort. Donc soyez au rendez-vous. Voilà pour te répondre, mais je pourrais développer plus, parce qu'il y a plein de conseils qui sont éclatés au sol, je trouve, dans ce truc-là. Et voilà, moi je te dis, il n'y a qu'une seule méthode, c'est couper le jeûne, s'hydrater énormément, prendre une boisson en plus pendant le training, s'entraîner en ayant pour but de conserver ses performances. Mais je veux dire, après, le temps passe et passe et passe, et je veux dire, vous allez manger à 21h30, je sais pas c'est à quelle heure là, vous allez vous entraîner à 22h30, vous allez remanger à 23h30. Enfin, je veux dire, après, il faut tenir le rythme, le sommeil, c'est important. Hein. Et surtout, moi, je déconseille à tous ceux qui vont essayer de se lever à 4h du mat'. Hein. Ouais, faut se lever à 4h du mat' pour aller manger, prendre un verre d'eau, je sais pas quoi. Franchement, vous allez enculer votre sommeil, ça va avoir des effets encore plus négatifs. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà pour ta question, Moré. Thomas, on a Thomas DB Sioent. Bonjour Raptor, j'ai un problème. Comment on fait pour avoir des joues moins grosses? Alors, déjà, pour tout ce qui concerne la mâchoire, c'est une énorme part de génétique, tout simplement, et de construction, de votre structure osseuse. Il y a un truc qui est vrai, pour moi, c'est que quand vous ne faites que respirer par la bouche, quand vous n'apprenez pas pendant toutes les années de votre vie à respirer correctement en ayant les dents qui se touchent, la langue en haut du palais et par le nez, vous n'aidez pas à la construction d'une mâchoire correcte. Donc ça, premièrement. Deuxièmement, dans la répartition du gras, bah il y a une énorme part de génétique. Il y a des gens qui, comme moi, par exemple, vont avoir les jambes à 4% de body fat et le tronc à 8 ou 9. Il y a des gens qui vont avoir l'inverse, des jambes grasses, truc. Donc il y a une répartition du gras qui va pas être la même chose pour chacun. Mais en règle générale, quand vous atteignez un faible body fat, là, votre mâchoire commence à s'anguler et à se révéler. Donc c'est la seule règle, en fait. Voilà pour te répondre. D'ailleurs, ce sera l'objectif de Zero to Hero, encore une fois. Ensuite, Kevin Kev 38. Programme perso ou Zero to Hero pour un ectomorphe qui a du mal à prendre du poids, merci. Alors bon, il y a tout un débat sur les morphotypes, etc. Je veux dire, ce débat n'a plus ou moins aucun intérêt, honnêtement. Mais je crois comprendre qu'en fait, tu es quelqu'un qui est de base est très très maigre, tu es skinny, quoi, en fait, c'est ça que tu veux dire, t'es un skinny, et tu veux prendre du poids. Actuellement, bah, ce serait mieux que tu t'y mettes maintenant, donc le programme perso sera toujours efficace, parce qu'il va cumuler la nutrition et l'entraînement de manière parfaitement adaptée à toi, ton matériel, tes contraintes, tes envies, ton corps, ton physique, tout simplement. Bon, a priori, t'as pas tout de suite de retard, ni d'avance, ni de point fort, parce qu'en fait, t'es au stade 0, peut-être. Donc voilà, ça sera toujours, sachez-le, le programme personnalisé sera toujours la meilleure solution pour la plupart des gens.
Après, il y a des gens qui vont chercher un système, donc c'est différent. Zero to Hero, pardon, c'est un système, c'est un mode de vie. C'est avec ses contraintes, 3 entraînements par semaine, la salle, ceci, cela. Mais c'est un système. Là, on cherche plutôt un programme, etc., une optimisation. Donc voilà, et oui, Zero to Hero est valable pour tous les types, tous les points de départ, tous les corps, tous les skinny fat, un mec qui a déjà de la masse mais qui est un peu gras, un mec qui est en surpoids. C'est un système qui va être adaptable à tous les trucs. C'est un système, c'est un mode de vie, c'est une intégration, c'est une réflexion particulière. Donc voilà pour te répondre. Et ensuite on a Nicky Banks, que bois-tu pendant ta séance ou potion magique, #prochain banger. En effet, ça pourrait faire partie d'un prochain banger, et en effet, l'eau, c'est quelque chose qui est très bien, mais il y a beaucoup mieux, voilà. Et enfin, on a Cramloge qui demande « Salut Raptor, j'ai acheté le pack sommeil, des conseils sur la prise de ses compléments ?» Bah écoute, c'est très simple. Alors on a fait un post Insta il y a longtemps, qu'on devrait épingler peut-être, mais qui est dans les stories à la une je crois, qui s'appelait « How to use it », en référence à Death Note. Yagami Light, quand il trouve le Death Note, la première page c'est « How to use it », et je trouve le montage stylé. Et bref, et dessus vous trouverez pour tous les compléments, en tout cas tous les compléments de la gamme équilibre, la posologie. Et écoute, c'est très simple, tu prends ça avant d'aller te coucher, et tu prends, donc tu peux les mettre sur la table de chevet, il n'y a pas besoin de les conserver au frigo, c'est uniquement les oméga 3 qu'on conserve au frigo, pour garder leur fraîcheur et éviter leur oxydation, et tu prends 3 zinc et 3 magnésium tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et tu vas voir comment ça va améliorer ton système immunitaire, comment ça va améliorer ton sommeil, parce que c'est vrai que ça s'appelle pack sommeil, ça a un effet relaxant sur les muscles, et voilà, donc 3 le soir, et de chaque, tout simplement. On passe à la rubrique numéro 5, le courrier des auditeurs. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 5, le courrier des auditeurs. On commence, donc toujours anonyme. Je crois que c'est un homme qui m'écrit. Salut Raptor, je te suis maintenant depuis 7 ans. 7 ans, ça fait 3, 4, et 2016. Et je te remercie énormément pour le travail que tu fais. Tes podcasts me rappellent la période où tu faisais des stories Snap à Berlin. Je me régale. Très bien. Bon, ils sont quand même de meilleur niveau que les stories Snap à Berlin. Bref, ayant été ridiculisé par mon ex qui avait une double relation cachée et qui cerise sur le ghetto m'a traité de manipulateur, j'ai pris vraiment cher. Je vais m'en remettre parce que je suis devenu solide, cependant j'ai extrêmement peur que la confiance que j'accorderai à mes prochaines relations soit complètement niquée et que je devienne complètement psycho, que faire? Écoute, au risque de te décevoir, je pense que, tu sais que moi, contrairement à Guillaume Meurice, je pense qu'on a une responsabilité dans tout ce qu'on fait. Je pense qu'il faut que vous appreniez à développer un radar à pute, en fait, hein, tout simplement. Il y a premièrement un radar à pute, bon, franchement ça se sent, il faut que tu regardes un petit peu son historique à la meuf, et puis même dans les premières semaines, premiers mois de la relation, que tu ne sois pas en mode ça y est c'est la femme de ma vie, que tu gardes une petite distance pour apprendre à mieux la connaître. Et je te dis, alors c'est peut-être valable dans les deux cas, mais moi je vais parler de mon expérience, et il se trouve que je suis hétérosexuel, donc désolé mesdames, si c'est aussi les garçons, raconte pas ta vie. Je vais parler juste par rapport les hommes par rapport aux femmes. C'est important aussi de connaître un peu sa vie, son historique. On parle souvent de ce qu'on appelle le body count, et c'est pas juste pour savoir l'état de, je sais pas quoi, de sa schneck, ou je sais pas ce que les gens racontent. C'est pour voir s'il y a une sorte de tendance à quand elle a un problème dans la vie ou un problème de couple, est-ce qu'elle va aller se faire sauter par 4 mecs pour se venger? Est-ce que elle a tendance à pas être régulière? C'est ça en fait qu'indique le nombre de partenaires sexuels qu'on a eu précédemment. C'est la régularité, et pardon de penser que quand il y a des tendances dans le passé, il y a fort à parier que ces tendances se répètent. Donc ça c'est déjà un élément qui est assez crucial. C'est un petit peu comme les habitudes alimentaires, hein. Quand on a habitude de se goinfrer, quand on a des problèmes émotionnels, etc., bon bah, forte chance c'est que ça se reproduise au prochain, sachant qu'une vie de couple, c'est pas le calme stoïque, et toujours ça se passe très bien, hein. Une vie de couple, c'est des vagues, parfois il y a des embrouilles, parfois il y a des trucs, et la question c'est comment les gens vont y réagir, et certaines femmes ont tendance à y réagir en allant sucer 2-3 mecs, il faut quand même l'avouer. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, il faut que tu étudies
vis-à-vis de toi, est-ce que tu étais le mieux que tu peux être, qu'un homme peut être dans un couple? Est-ce que tu avais est-ce que tu avais des défauts? Est-ce que tu avais des moments où tu n'étais pas suffisamment au top, où t'étais pas suffisamment puissant, où tu lui inspirais pas suffisamment de virilité, etc., pour qu'elle soit allée voir ailleurs? Il y a aussi ça. Il y a des meufs qui vont aller voir ailleurs, et c'est désolé de mettre la faute sur la victime, mais il y a des mecs qui sont responsables. Il y a des mecs qui sont complètement responsables du fait que leur gonzesse veut aller se faire sauter par d'autres mecs, en fait. Donc il faut aussi essayer d'analyser de ton côté qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux et où tu n'étais pas à la hauteur, pas suffisant pour lui permettre de ne kiffer que toi, de penser qu'à toi, etc., etc. Et ça, c'est un élément qui est tellement central de se remettre en question et d'essayer de savoir comment on peut être le best pour ça. En fait, c'est la meilleure solution pour éviter de se faire coquifier, en fait. C'est d'être un mec tellement intestable que la meuf, elle va jamais avoir une idée sur personne d'autre, elle est obsédée par toi, limite, tu vois. Donc, c'est pas un souci d'être obsédé par son partenaire de vie, hein. Contrairement à ce que le mot obsession pourrait faire croire. Donc, on passe au next message. Salut Raptor, cela fait maintenant plus d'un mois que j'ai décidé de m'imposer une discipline... Non, cela fait maintenant plusieurs mois que j'ai décidé de m'imposer une discipline pour devenir une meilleure version de moi-même et surtout un meilleur père. Ayant 29 ans et un fils de 3 ans, comme moi, j'aimerais que plus tard on puisse faire du sport ensemble. Ceci est ma principale motivation pour avoir arrêté l'alcool, cigarettes et autres produits néfastes pour ma santé. Félicitations. En revanche, ma femme n'arrive pas à avoir ce déclic. Depuis qu'elle a accouché, elle a perdu confiance en elle et s'est laissée aller dans la mauvaise alimentation et le manque de sport. J'ai beau essayer de l'emmener marcher avec moi, mais aussi je lui avais proposé des séances avec un coach privé, rien à faire, j'ai l'impression de creuser l'écart au sein même de ma famille, et ça me met mal à l'aise. Alors, je te rassure, t'es pas en compétition avec ta femme. Comment motiver ma femme à vouloir retrouver une bonne santé, mais aussi une confiance en elle? Merci d'avance. Vive les skinny. Ok. Écoute, je pense qu'il faut que tu essayes de comprendre que on n'est pas branchés pareil, je suis désolé de le dire, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde et la même mentalité, les hommes et les femmes, c'est comme ça. Et du coup, on n'est pas alimenté par les mêmes sources de motivation et de déter, tu vois. Et voilà, c'est comme ça la plupart des meufs. Il y a des exceptions, je sais, mesdames, ne vous vexez pas, mais la plupart des meufs, elles veulent rien branler, elles veulent pas s'entraîner, ça les débecte de faire du sport, ça les saoule, elles veulent pas aller marcher, je sais pas quoi. Donc ça, c'est un premier truc que tu dois accepter, tu n'y changeras rien, surtout maintenant qu'elle a un enfant et qu'elle a autre chose comme obsession et comme objectif dans la vie que être en bombasse pour faire un clip de Jennifer Lopez, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Donc la deuxième chose, c'est qu'il nous reste l'alimentation. Également, il est impossible, c'est pour ça que Zero to Hero est pour les hommes aussi, d'envisager pour une femme de manger la même chose tous les jours. On a une approche rationnelle en mode, bon bah, je fais ça, cet objectif-là, je m'enlève un poids de décision sur les nourritures, je vais manger tous les jours, tant que ça marche, let's go. Les meufs, c'est impossible. C'est strictement impossible, on peut pas leur infliger ça. Donc, elles ont besoin d'une certaine liberté d'alimentation. Que toi, tu vas pouvoir, par ta simple détermination et restriction, mettre de côté, tu vois. Et non pas que manger tous les jours la même chose est le seul truc qui marche, mais ça enlève beaucoup de poids de décision et de... Tu sais, on démarre avec un certain niveau de prise de décision. Il y a un livre que j'avais lu qui s'appelait Mind Power, ou un truc du genre, ou The Power of Mind, ou je sais plus quoi, qui Will Power, un truc du genre, et qui en fait t'expliquait que tu avais un certain taux de willpower, donc de volonté chaque jour, et que tu l'épuisais à chaque prise de décision que tu lui infligeais. Et la nourriture, ça fait partie de ces prises de décision. Et bref, donc ça c'est à aparté. Donc il reste cette alimentation. Et là, en fait, il faut revoir qui fait les courses. C'est encore un sujet compliqué, tu vas pas la priver de carte bleue comme à l'ancienne, mais il s'agirait quand même de faire les courses peut-être ensemble, et d'arrêter d'acheter de la merde, parce que quand on achète de la merde, on la mange. Ça, c'est la première chose. Il y a ensuite tout ce qui est l'aspect, se faire livrer de la bouffe. Nous, on a connu un moment où on se faisait livrer comme des porcs, et ça a mené à ma prise de poids spectaculaire. Et tout simplement, peut-être qu'il faut faciliter l'accès à la nourriture et à la diète et à la cuisine. Donc peut-être que tu devrais implémenter dans une partie de vos plats des trucs déjà préparés, faciles à faire réchauffer, et tu vois, pour que
elle puisse en fait s'enlever un poids de cuisiner, de trucs, ça peut être chiant et ça peut mener à des désastres alimentaires. Ensuite, il y a le fait de manger la même chose, mais peut-être que vous n'aurez pas les mêmes quantités, à table, ensemble, ce genre de choses, faut que vous mangiez ensemble. Et je te dis, il y a vraiment cet aspect de pas faire entrer le diable à la maison et de faire très attention à ce que vous achetez quand vous faites les courses. Donc il y a plusieurs choses où tu peux rendre sa diète toujours agréable. Évidemment, bah faut connaître un petit peu, faut un peu d'expérience, etc. Mais en tout cas, plus tu rendras la nutrition facile d'accès, agréable sans non plus avoir des restrictions de fou, et plus ce sera abordable pour elle. Et c'est le seul paramètre que tu vas pouvoir changer chez elle. Oublie tout ce qui est sport, je sais pas quoi, oublie tout ça. En plus, tu vas la saouler. Et elle va prendre mal le fait que tu la traites de sale grosse tous les jours, si tu veux aussi. Peut-être. Donc voilà pour te répondre. Et enfin, salut Raptor, déjà merci pour tout ce que tu fais, ça aide vraiment beaucoup. Voilà, j'ai déménagé à Madrid en janvier, je reste jusqu'en début juillet pour mes études de kiné, et socialement c'est pas ouf, j'ai toujours mes potes d'université, mais j'aimerais saisir la chance de la capitale pour élargir mon cercle d'amis. Je vais à la salle et le reste du temps je suis soit en clinique, soit à travailler sur ma thèse. Si t'as un conseil pour comment se sociabiliser hors du monde des études, ça serait avec grand plaisir. Bah écoute, il y a seulement 2 possibilités hein, quand t'es à l'étranger. Enfin, il y en a 3, il y en a une, c'est de t'en foutre. Bon, voilà, ça a pas l'air de te convenir. C'était pas la solution la plus stylée que j'ai sortie de ma vie, mais bon, c'est une solution qui existe, hein. Il y en a, ils s'en cognent. Moi, quand j'étais à Berlin, je m'en tapais. Parce que j'avais une présence sur les réseaux sociaux, bon, je travaillais un petit peu, mais voilà, c'était pas au cœur de ma vie de me dire, putain, faut que je rencontre des Berlinois, je sais pas quoi, même si j'aurais bien aimé. La deuxième solution, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle les groupes... la deuxième solution, ça va être de faire l'aventurier, d'aller toi-même dans des bars, dans des trucs, etc. Ça dépend des gens, mais je pense que si c'était ton type de personnalité, tu l'aurais déjà fait, donc si tu l'as toujours pas fait, c'est que ça te correspond pas. Voilà, on barre ça. Et la dernière solution, c'est en fait de trouver les groupes, avant c'était les groupes Facebook, je sais plus trop comment ça marche maintenant, les Français à Madrid, et voilà, d'essayer de prendre connaissance, de prendre contact. Oui, c'est chiant, on a envie de rencontrer des gens locaux, mais ça peut être déjà une bonne manière de sortir et de faire ce genre de rencontres au fur et à mesure. Et puis voilà, dans le pire des cas, c'est des gens avec qui tu vas pas du tout t'entendre, avec qui tu seras pas du tout sur la même longueur d'onde. Peut-être que il y aura quelqu'un avec qui tu vas mieux t'entendre. Voilà, dans le pire des cas, ça se produira 1 ou 2 fois, et dans le meilleur des cas, tu vas pouvoir faire des rencontres avec des sorties plus régulières, des activités, des gens qui vont te montrer des trucs qu'ils connaissent bien, etc., etc. Donc voilà, moi je te dirais, si tu le veux vraiment, tu as ce genre de groupe, et au pire, c'est une mauvaise expérience, et ça te fera des trucs à raconter plus tard, tu vois. Donc voilà, c'est plutôt très simple, hein, honnêtement. C'est tout, voilà, c'était le dernier message, t'es un homme au passage, voilà. C'était le dernier message de cet épisode 26 de 10 000 pas. Je vous remercie de l'avoir écouté. La semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, il y aura toute une rubrique 3 sur toute cette dopamine, etc. Et je pense que, encore une fois, c'est un épisode très riche et très intéressant, et je vous souhaite à tous de bien travailler cette semaine qui vient, d'avoir les esprits bien placés, de commencer la méditation si vous l'avez toujours pas commencé, et d'ailleurs j'en parlerai la semaine prochaine. Et voilà, et bonne semaine à tous. Travaillez, continuez à avancer sur vos projets, c'est important, on en a besoin pour se sentir vivre et pour être fier et progresser. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, c'était le Raptor, je vous kiffe, ciao.